Avant de présenter notre conférencière du jour, que je vais d'ailleurs fort peu présenter, je voudrais dire le plaisir que j'ai à réouvrir le cycle des conférences du lycée Van Dongen. C'est une vieille histoire, le cycle des conférences du lycée Van Dongen, c'est une très vieille histoire. Ça fait des années et des années que les professeurs d'histoire géo essayent de faire venir des conférencières, des conférenciers pour ouvrir les élèves au monde de la recherche et au monde universitaire. Alors les noms que je vais égrener vous diront peut-être pas grand-chose. Peut-être certains évoqueront quelques échos chez vous. Nous avons reçu Madeleine Ribériou, Pierre-Lidiane Laquet, Jean-Luc Domnac, Annette Pieviorka, Marie Holzmann, Olivier Lecourt Grand-Maison, Guillaume Duval, Stéphane Lafont, Laurence Decoq, Mathilde Larère et d'autres qui se sont échappés de ma mémoire. Je voudrais dire aussi le plaisir que j'ai à réouvrir ce cycle des conférences du lycée Van Dongen avec de jeunes chercheurs et chercheuses. Et aujourd'hui, une jeune chercheuse, mais les autres qui viendront seront aussi des gens relativement jeunes. Parce que c'est important que se transmette ce savoir sur lequel vous avez travaillé pendant les premiers mois, puisque c'est bien l'objet du premier thème. Donc ici et aujourd'hui, Fanny Gallo, qui est chercheuse universitaire à Paris 10, Créteil. Paris 13 Créteil, Paris 12. Paris 12, pardon. Paris Créteil, alors je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant parce que c'est UP toujours, parce que c'est l'université de Paris, et puis etc. Qui est chercheuse bien sûr, qui travaille je crois que j'ai dit qu'elle était historienne, qui travaille sur l'histoire du genre, sur l'histoire des femmes, et qui je pense a beaucoup à nous apporter. Merci Fanny. Je suis ravie d'être ici. J'aimerais bien que ça fonctionne. J'arrête pas d'appuyer. Oui, donc moi je suis effectivement Fanny Gallo et aujourd'hui je vais revenir à la fois sur des enjeux historiques mais aussi très contemporains autour de la question du rapport entre connaissance et émancipation féministe. Globalement, c'est un peu ce dont on va parler ensemble voilà, aujourd'hui. Donc à la fois d'un point de vue historique, mais aussi quels sont les enjeux actuels de cette question. Donc évidemment, je vais faire un peu un plan chronologique, mais je vais y revenir juste après. Alors d'abord, quand je dis féminisme, c'est quoi pour vous le féminisme? À quoi ça renvoie dans votre imaginaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors par contre, du coup, il faut parler un petit peu plus fort, parce qu'avec le masque et tout. L'égalité. Oui. Ouais, effectivement. La défense du corps féminin. Ouais, tout à fait. Quoi d'autre? Rousseau. Est-ce que vous avez un peu des éléments sur... oui. Rousseau, là. C'est la lutte des femmes pour acquérir des droits et des droits pour qu'elles puissent disposer de leur corps, mais aussi d'elles-mêmes de leur corps physique et qu'elles soient l'égale de l'homme. Ouais, effectivement. Et est-ce que vous avez des petites notions sur la manière dont ça s'est construit dans l'histoire? Est-ce que vous connaissez, on va dire, les grandes étapes de cette histoire, de l'histoire des féminismes? Je vais y revenir juste après. Oui. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes ont le droit de vote déjà. C'était une première avancée. Effectivement, et alors elles ont eu le droit de vote comment? Enfin, c'est-à-dire
Est-ce qu'on leur a simplement accordé le droit de vote ou est-ce que il a dû se passer quelque chose pour qu'on le leur accorde? Oui. Elles se sont battues pour l'avoir, effectivement. Et ça, c'est le premier moment, en fait, dans l'histoire des féminismes. C'est le moment suffragiste, c'est-à-dire quasiment un siècle, même davantage, en fait, près de 2 siècles, puisque la question, elle commence à être posée au moment de la Révolution française, donc à la fin du XVIIIe, sur la question, justement, de l'obtention du droit de vote, du droit à la citoyenneté, etc. Donc elles l'obtiennent très très tard, hein, en 1944, mais après beaucoup de débats, beaucoup de manifestations et de luttes de différentes manières. Si on continue un peu cette récapitulation, le deuxième moment important, c'est lequel? Oui. La loi sur l'IVG. Effectivement, et c'est quand? En 75, tout à fait. Et alors, de la même manière, comment ça s'est passé cette histoire? C'est Simone Veil qui a porté ce sujet. Ouais. Et au début, tout le monde refusait parce qu'ils pensaient qu'au contraire, ça allait inciter les femmes à avoir des relations avant le mariage. Et donc, ils sont battus, en majorité des femmes, pour avoir ce temps-là. Effectivement, donc effectivement, il y a eu beaucoup de résistance. Mais également, hein, comme la question du suffragisme, ça a été au prix de luttes importantes, je vais y revenir aussi tout à l'heure, donc c'est pas seulement Simone Veil toute seule à l'Assemblée, hein, c'est un rapport de force de masse dans la société qui a produit ce changement et qui vient d'ailleurs, qui commence à se mettre en place. Enfin, la revendication pour le droit à l'avortement et à la contraception, en fait, elle ne se limite pas aux années 70 en France, elle commence à émerger dès la fin du 19e en réalité, hein, sachant qu'il y a des méthodes contraceptives qui existent depuis très 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 longtemps. Alors, par la suite, on se rapproche véritablement d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des éléments sur la dernière période dans laquelle on se situe, là, depuis les années 90, globalement? Bon, je comprends que ce soit pas forcément, moins évident. Oui? Le salaire? Alors effectivement, les salaires, mais j'y reviendrai aussi, les salaires, ça a été tout un enjeu, mais ça n'a malheureusement pas suscité des mouvements de masse. Et on est toujours dans une disparité de salaire très importante, j'y reviendrai tout à l'heure. Non, deux autres moments importants. Un moment autour des années 2000, de développement de groupes féministes assez importants, relativement importants, qui, s'interrogent sur ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais maintenant on l'appelle comme ça, c'est-à-dire le croisement, ce que produit le croisement des rapports sociaux de classe, de genre et de race en particulier, mais pas seulement, on y reviendra. Donc une réflexion autour de l'idée que toutes les femmes ne vivent pas les choses de la même manière, hein, puisqu'on est tous et toutes situés dans toutes sortes de rapports sociaux et ça a des effets, premier élément. Et deuxième élément dans la même idée, hein, une réflexion autour de la société bicatégorisée dans laquelle on est, c'est-à-dire on peut difficilement encore aujourd'hui, hein, mais être autre chose que femme ou homme, et donc il y a toute une production féministe au tournant des années 2000 qui met en question cette idée-là. Donc ça c'est voilà, le troisième moment. Et enfin, le quatrième moment, c'est celui que nous sommes actuellement en train de vivre. Et je compte sur vous pour la dernière partie de mon exposé, puisque je pense que vous avez aussi des éléments, des choses à raconter sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc effectivement, c'est un moment actuel de contestation féministe à l'échelle internationale. On va y revenir. Ces moments-là, j'ai bien pris soin de parler de moments. L'historiographie l'historiographie, donc c'est la manière dont on écrit l'histoire, hein, a parlé, les historiennes en particulier, ont parlé pendant tout un temps de leur élaboration de vagues, c'est-à-dire la première vague féministe, donc le suffragisme, la deuxième vague féministe,
droit à l'avortement, contraception. Troisième vague féministe, la question du tournant des années 2000 que je décrivais. Et quatrième vague féministe, ce qu'on vit aujourd'hui. Cela dit, dorénavant, il y a une remise en question de cette conceptualisation en termes de vagues par les historiennes, puisqu'en définitive, c'est jamais aussi mécanique que ça, finalement, l'histoire. Comme je le disais, par exemple, le droit à l'avortement et la contraception, il a émergé bien avant les années 70, de manière par ailleurs concomitante avec la revendication pour l'obtention du droit de vote. Donc en fait, les choses sont beaucoup plus sont à nuancer de ce point de vue. Mais voilà, dans l'historiographie, c'est aujourd'hui nuancé. Cela dit, c'est réapproprié par les mouvements sociaux féministes qui, pour tout un tas de raisons politiques et féministes, tiennent à l'existence notamment de cette troisième vague et ou de cette quatrième vague, puisque ça répond à un enjeu stratégique. Donc voilà, un petit récapitulatif rapide pour qu'on soit à peu près tous et toutes au clair sur ce contexte. Éventuellement, je pourrais vous donner une référence d'un livre, voilà, typiquement, qui vient de sortir à la rentrée sur cette histoire-là, l'histoire des féminismes, qui s'appelle « Ne nous libérez pas, on s'en charge », donc dirigée par Michel Zancarini-Fournel, Bibia Pavard, mais je vous la donnerai peut-être après, et qui revient donc sur toute cette histoire, et qui d'ailleurs met en avant un autre point important pour introduire cette conférence, l'idée qu'il n'existe pas un féminisme, mais des féminismes. Ça, c'est aussi un autre rapport de l'historiographie aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a différentes manières d'être féministe, il y a différents modes d'action qui sont mis en œuvre, il y a différentes histoires, différentes trajectoires qui produisent, qui font le féminisme, donc on parle des féminismes au pluriel. Alors donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de revenir un peu sur la question de la connaissance. En quoi est-ce que c'est un levier pour l'émancipation féministe? Pourquoi et comment on continue d'empêcher des femmes d'y accéder? Quels sont les contenus d'apprentissage mis en avant et dans quel cadre? Et aussi, dans quelle mesure on est en train, peut-être, depuis déjà quand même une quarantaine d'années, de mettre en question ce que recouvre le mot connaissance, parce que c'est ça aussi que ça produit les féminismes. Donc c'est vraiment prendre l'idée de la connaissance un peu dans tous ces aspects, en relation donc avec cette émancipation féministe. Donc je vais revenir dans un premier temps sur l'accès tardif à l'instruction des filles, et puis on abordera l'effet Mathilda. On reviendra ensuite sur les dynamiques féministes et la construction des savoirs dans les années 70-80. Voilà. Enfin, en troisième temps, enjeux de genre en éducation, puisque oui, je suis historienne, mais je forme aussi les enseignants et les enseignantes dans ce qui s'appelle maintenant l'INSPE, et en particulier sur les questions de genre et de genre en éducation. Et donc du coup, donc là, ça se rapporte plus à de la sociologie, mais je vous donnerai quelques éléments aussi sur ça, puisqu'on est vraiment sur essayer d'appréhender l'action de la connaissance de toutes les manières possibles. Donc sur les enjeux de genre en éducation, et enfin, on terminera sur le basculement en cours actuel, éventuel, et voilà. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre quand vous voulez, vraiment. Et puis, il y a plein de moments où on va essayer d'échanger en cours de route, parce que sinon, ça va être un petit peu laborieux. Alors, sur l'accès tardif à l'éducation, à l'instruction, donc cette question est un enjeu. Donc là, je parle du XVIIIe siècle, mais en réalité, bon, c'est encore même un peu plus ancien. On y reviendra probablement aussi en conclusion sur ce rapport au savoir dans l'histoire. Cela dit, donc, dès le XVIIIe siècle, on a des femmes pédagogues. Je pense par exemple donc à Marie Le Prince de Beaumont, parce que vous connaissez probablement pas Marie Le Prince de Beaumont, mais en revanche vous connaissez un livre qu'elle a écrit qui est La Belle et la Bête, et qui était donc une femme pédagogue qui donc a écrit un certain nombre de manuels pour l'instruction des filles au XVIIIe siècle. Il y a aussi des recherches là-dessus d'ailleurs sur l'éducation des filles au XVIIIe siècle. Mais l'éducation des filles, comme d'ailleurs l'éducation en général, reste, en tout cas des classes populaires, reste assez secondaire, assez peu centrale dans toute cette période, malgré ces manuels, quelques manuels qui s'adressent principalement aux filles
de la noblesse aux filles plutôt des couches supérieures de la société. Donc il y a quand même une réflexion sur l'éducation des filles. Alors ce qui est intéressant quand on parle de connaissances, hein, c'est qu'est-ce qu'on leur apprend aussi, qu'est-ce qu'on cherche à leur apprendre à ces filles. Alors, est-ce que vous avez des éléments par exemple à ce sujet? Oui. On leur apprend parfois à lire, mais pas pour elles-mêmes, plutôt pour la société. Et pour la religion aussi, pour qu'elles puissent savoir lire les livres religieux. Ou sinon, ça va être l'apprentissage des domestiques, comme la couture. Ouais. Tout à fait. Exactement. Donc, effectivement, on leur apprend des tâches dont l'ambition ensuite est qu'elles tiennent leur foyer et qu'elles transmettent aussi à leurs enfants un certain nombre de valeurs. Alors, en fait, je veux bien un verre d'eau, si c'est possible. Oui, j'avais pensé, j'avais oublié. J'ai pas pensé non plus, mais là, je sens que Chercher une petite Donc, effectivement, on leur apprend, on les éduque en tant que futures mères pour assumer un certain nombre de valeurs dans la famille. Et pas forcément, effectivement comme vous le dites, pas forcément pour elles-mêmes. Cela dit, hein, elles participent certaines à l'organisation de salons à cette époque, donc là on est pareil, hein, on est dans certaines couches de la société, donc où s'organise la circulation des savoirs, mais globalement très peu d'éducation à destination des filles, et quand il y en a, surtout religieuses, effectivement, surtout religieuses. Et puis bon voilà, la discussion commence un peu à arriver, hein. Par exemple vous connaissez peut-être les Milles ou de l'éducation justement de Rousseau, vous en avez un peu entendu parler. Oui. Et alors donc Une comme ça qui s'appelle Sophie. Comment? Une comme ça qui s'appelle Sophie. Voilà, c'est ça. Et donc Ça s'appelle l'éducation des filles. Et donc On a oublié. Vous avez oublié? Je crois qu'il est positionné contre l'éducation des filles. Non. Il voulait, mais il était pour. Bah alors il était pour l'éducation des filles, mais du coup il y a quand même un certain nombre de stéréotypes qui sont relayés, donc là-dessus c'est pareil, hein, pas y compris Rousseau, mais c'est tout à fait, c'est-à-dire il ne faut pas non plus être anachronique, c'est vraiment le contexte de l'époque. Cela dit, au moment de la Révolution française, il commence à y avoir un bouleversement, disons qu'il y a des débats qui s'enclenchent, notamment par l'intermédiaire de Condorcet. Je vous donne quelques éléments. Hein. Ben voilà, c'est bon, je l'avais écrit sur le... qui effectivement, lui, tandis que justement il défend le droit de vote des femmes, il met aussi en avant l'idée d'une égalité d'instruction pour les filles et les garçons dans la même dynamique au moment de la Révolution française. Voilà, alors cela dit, donc je vous invite, si vous voulez aller plus loin sur cette question de la Révolution française, à lire ce livre, donc La femme nouvelle, donc de Caroline Fayolle, qui est historienne et qui a véritablement travaillé uniquement sur la question des questions de genre en éducation au moment donc de la Révolution, pour aller plus loin. Alors ensuite, au XIXe siècle, qu'est-ce que vous avez comme élément autour de justement la scolarisation des filles, en particulier la scolarisation des filles et des garçons? Je vais vous donner quelques repères rapides, hein, mais oui. Comment? Alors effectivement, c'est séparé. Ça, c'est un premier point. Mais surtout, est-ce que, à votre avis, les écoles, elles s'ouvrent en même temps pour les filles et les garçons? Oui. Au départ, les filles, elles vont à l'école, mais c'est toujours... elles apprennent... ils ont des matières différentes. Les garçons, ils vont apprendre les bases pour pouvoir avoir un avenir, alors que les filles, c'est plutôt pour rester dans le domaine domestique. Alors effectivement, il y a une disparité d'enseignement, ça c'est sûr, ça continue et ça perdure, notamment sur l'idée de la couture et du travail domestique, c'est certain. Mais surtout, il y a déjà un retard de la scolarisation des filles, puisque tandis que donc l'école des garçons est obligatoire en 1833 pour les communes de plus de 500 habitants, elle le devient pour les filles seulement en 1850, mais pour les communes de plus de 800 habitants. Donc en fait, il y a un décalage. Dans un premier temps, on a l'école obligatoire pour les garçons, et puis ensuite, on a l'école obligatoire pour les filles beaucoup plus tard. Et à ce moment-là encore, l'instruction est largement des filles confiée à l'Église,
donc pendant toute une partie du 19e siècle. Alors, cela dit, petit à petit, donc avec la pression pour l'école gratuite, laïque et obligatoire, on a la volonté justement d'arracher les filles des mains de l'Église. Je pense que ça, vous avez probablement eu des éléments déjà là-dessus, je ne sais pas trop, mais... Ouais. Et donc du coup, on a la mise en place d'écoles de filles et d'écoles de garçons, donc qui sont des écoles absolument identiques. Voilà, d'écoles identiques, mais avec quand même des contenus différenciés, enfin avec quand même une séparation, hein, voilà, deux écoles, les écoles de filles et les écoles de garçons, on le voit encore aujourd'hui dans un certain nombre d'écoles élémentaires, et avec donc des programmes identiques, mais des choses différentes, notamment en ce qui concerne les travaux manuels, la couture et la gymnastique. Sur la question de l'enseignement secondaire, est-ce que vous avez... De toute façon, là, je l'ai pris. Sur l'enseignement secondaire, merci beaucoup. Donc, les lycées de filles apparaissent seulement en 1880. Et elles n'ont alors pas accès à l'enseignement supérieur, puisque dans les établissements dans lesquels elles vont, on ne prépare pas au baccalauréat. Donc sachant que les lycées de garçons ont été créés au début du 19e siècle. Donc du coup, un décalage, donc elles peuvent avoir accès à cet enseignement secondaire à partir de 1880, mais on ne les prépare pas au baccalauréat. Et c'est seulement donc... en 1924, en définitive, que les programmes des enseignements secondaires, donc masculins et féminins, sont unifiés et que les filles peuvent préparer le bac. Cela dit, donc je mettais la photo donc, de Julie Victoire d'Aubier qui, elle, parvient à obtenir son bac en 1861. Alors après, il y a toujours des pionnières hein, qui, de diverses manières, parviennent quand même à accéder à différents niveaux d'enseignement. Mais voilà, l'enseignement unifié des filles et des garçons dans le secondaire, c'est seulement en 1924. Et sur toute la période, on a une difficulté d'accès à l'université. Mais là encore aussi, il y a des pionnières à chaque fois. Hein, donc il y a quand même certaines filles ponctuellement qui accèdent à l'université. Hein. Et donc Michel Perrault dit d'ailleurs à ce sujet que donc Michel Perrault, qui est donc une historienne, que chaque étape a été en fait un saut d'obstacle hein, individuellement. Il a fallu quand même beaucoup de volonté pour réussir à accéder à l'université. Et alors, quand elles accèdent à l'université et qu'elles produisent de la connaissance, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ah non. Bon, c'est pas grave parce que c'est quoi? C'est une vidéo que j'avais insérée dans mon PowerPoint, mais du coup je vais la prendre. Attends, je dois la voir. C'est pas grave, je vais la mettre à la vidéo toute seule, mais je vais le faire. Je ferai ça quand normalement j'avais. Ah non, je crois que j'avais pas mis Ah si, là. C'est bon ? Ist Professor die 70-jährige, war lange Jahre Mitarbeiterin des deutschen Atomphysikers Professor Otto Hahn. Professor Meitner war es, Kernspaltung ungeheure Energien frei werden. Meitner in ihre Heimatstadt Wien gekommen.
1937, une jeune astronome anglaise, Jocelyn Bell, opérant un radiotélescope, détecte des signaux bizarres dans une région du ciel. Au lieu de la friture habituelle, elle reçoit une séquence très régulière de bip, 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 bip. 30 bips par seconde. Cela ressemble à du Morse ultra rapide ou de la TSF. S'agirait-il d'un message codé en provenance d'une source céleste? Une manifestation depuis si longtemps attendue d'extraterrestres? Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. De quoi s'agit-il? Du coup, de quoi il est question là dans cette petite vidéo, mais en fait, c'est quelques exemples, hein, mais... Oui. De la suppression du nom des femmes qui ont travaillé sur des projets importants et qui n'ont pas reçu de prix Nobel après avoir exposé leurs idées et leurs travaux à d'autres personnes. Alors effectivement, là en l'occurrence, c'est sur la question de l'obtention des prix Nobel. Oui, vous vouliez dire? Pourquoi Mathilda? Ça c'est du nom, c'est la personne qui a inventé alors je sais pas d'ailleurs pourquoi ça s'est appelé Mathilda, mais d'ailleurs je sais même plus qui, je l'ai pas noté, qui l'avait inventé cette conceptualisation, mais ouais, je sais pas vous répondre. Mais effectivement, c'est l'idée du déni de la place des femmes dans la construction des savoirs, alors même qu'elles y ont contribué assez largement. Et que bon, ça se formalise par le prix Nobel, ça peut se formaliser par le prix Nobel, mais au-delà de ça, en fait, c'est très fréquent. Hein. Par exemple, on parle beaucoup de Pythagore, mais voilà, Pythagore travaillait du coup avec sa conjointe qui s'appelait Théano, et qui du coup a participé aussi à toute une élaboration mathématique à cette époque-là. Enfin, en fait, il y a de plus en plus de noms de femmes qui ressurgissent, on va revenir sur pourquoi. Et on apprend de plus en plus en fait ce qu'a été aussi leur contribution à un certain nombre de découvertes, à un certain nombre de théorèmes, et aussi d'ailleurs au-delà de ça à toutes sortes de productions artistiques. Alors justement, si je fais la donc du coup j'avais mis une petite définition, mais bon. L'effet Matilda désigne le déni ou la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes scientifiques à la recherche, dont le travail est souvent attribué à leurs collègues masculins. Mais justement, ça a commencé un tout petit peu justement à être connu à partir des années 80, dans la foulée du mouvement féministe donc pour le droit à l'avortement et à la contraception des années 70. Je vais y revenir maintenant. Alors, dynamique féministe et construction des savoirs. Donc avant qu'il y ait ce mouvement féministe de masse au moment des années 70 et tout ce qu'on a commencé rapidement à évoquer tout à l'heure, il y a un texte qui est sorti en 1949 de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. De quoi il est question dans ce texte? Qu'est-ce qui ressort fondamentalement de cet ouvrage? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non, pas du tout? Alors, le deuxième sexe, en fait, c'est un ouvrage assez conséquent hein, qui revient sur la situation des femmes et d'ailleurs aussi la diversité des femmes et les enjeux, les enjeux qui sont aussi différents en fonction de qui on est, de quelle trajectoire on a, etc. Mais fondamentalement, l'idée, la grande thèse du deuxième sexe, c'est
on ne naît pas femme, on le devient. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase d'ailleurs? Vous voyez pas trop ce qu'on peut mettre derrière cette phrase? Oui? De base, on est meilleur qu'on est, mais on est un bébé, mais c'est la société qui nous conditionne à être une femme. Voilà, effectivement. C'est l'idée qu'en fait, la société, les attendus de la société participent des rôles qu'on attend de nous en tant que femmes, mais d'ailleurs en fait aussi qu'on attend de nous en tant qu'hommes, hein, parce que c'est exactement la même chose. On n'est pas homme, on le devient également. Hein. On dirait ça aussi aujourd'hui. Donc effectivement, c'est l'idée, on ne naît pas femme, on le devient, et à la suite de ce livre qui se trouve approprié qui fait un tollé par ailleurs, où il y a beaucoup de résistance, beaucoup de débats dès les années 50, dans la foulée, en réalité, il y a des féministes, des syndicalistes qui se réapproprient cette idée-là, et dans les années 70, il y a ce mouvement féministe qui explose. Alors, pourquoi en 70 par exemple? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une idée de ce qui s'est passé juste avant les années 70? Juste avant d'ailleurs 1970, puisque on a fêté cette année les 50 ans de la première action du mouvement de libération des femmes, qui était le 26 août 1970, qui avait déposé une gerbe à l'Arc de Triomphe en disant il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Et de fait, on a fêté les 50 ans, précisément là cette année, le 26 août 2020. Mais pourquoi en 1970? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Oui. Oula. C'est avant. Oui, c'est avant, oui. C'est avant, la Renaissance aussi, c'est avant. Il y a un truc entre la Seconde Guerre mondiale et la Première Guerre. Et aussi les manifestations. Ouais, alors, allez-y. Il y a la guerre froide, et la guerre froide, elle amène plein d'avancées au niveau des sociétés, mais aussi au niveau technologique. Du coup, les gens, ils prennent conscience de certains phénomènes de société qui devraient changer, non? Oui, alors on peut dire ça comme ça, mais c'est-à-dire il y a un élément, par exemple, un moment, en gros, on va pas faire des devinettes, mais en gros il y a un moment de contestation très fort, hein, qui est le mouvement de mai-juin 68, qui justement essaye de revendiquer tout un tas d'augmentations de salaire, etc., en relation avec ce que vous décriviez sur le contexte général des dites 30 glorieuses, mais de fait c'est pareil, l'historiographie aujourd'hui récuse un peu l'usage de cette expression-là, quoi. Mais cela dit, ce mouvement de mai-juin 68 qui explose, dans lequel de fait les femmes sont très actives, mais leurs revendications à elles sont littéralement... ne sont pas du tout prises en compte, et d'ailleurs il y a assez peu de figures de femmes qui émergent de cette, d'ailleurs il n'y en a pas, de cette contestation de 68. Oui? Mais c'est pas surtout des étudiants qui manifestaient en... Alors il y a eu des étudiants, mais après ça a été aussi quasiment une grève générale, donc il y a eu aussi beaucoup de salariés, de travailleurs, de travailleuses, d'usines qui ont été occupés, bloqués pendant des semaines et des semaines. Une grève plus importante que celle de 1936. Voilà, c'était une très grosse grève. Mais effectivement, ça a été déclenché d'abord par des étudiants, et d'ailleurs c'est assez intéressant, le déclenchement de ça a été aussi une volonté d'en finir avec un ordre moral qui pèse, une éducation d'un autre temps, par exemple, et la revendication qui était la petite chose qu'a un peu, on va dire, la petite Camille Feu haute poudre, c'est l'idée de la mixité des dortoirs à Nanterre, c'est-à-dire que dans l'université de Nanterre à l'époque, donc il y avait des dortoirs non mixtes, et les étudiants et les étudiantes, on avait un peu ras-le-bol de cette situation, et donc c'est pour ça que ça a été aussi un énorme mouvement de contestation, pas seulement pour tout un tas de revendications matérielles, mais aussi contre un ordre moral, contre d'ailleurs aussi des carcans dans lesquels on nous met en tant que femmes et hommes. C'est pour ça qu'il y avait aussi un lien avec le deuxième sexe. Oui? Comment? Parce qu'en fait on les a empêchés de circuler. Il n'y avait pas le droit du tout dans les dortoirs, il n'y avait pas le droit du tout d'aller dans un autre dortoir en fait. C'était interdit.
c'est pas le fait de ne pas dormir dans le même dortoir, c'est le fait de ne pas pouvoir rendre visite non plus. Voilà. C'était des bâtiments séparés et on ne pouvait pas circuler avec vraiment interdiction d'entrée, interdiction d'entrée. Et donc ce mouvement féministe qui émerge, c'est aussi l'idée voilà, de mettre en avant dans ce moment de contestation sociale assez général, hein, qui va continuer de perdurer dans les années 70, ce mouvement féministe émerge et la question des savoirs et la question de la connaissance est absolument centrale. Et deux exemples, juste deux exemples. Donc l'histoire que moi je connais le mieux, la question de l'histoire et du fait, par exemple, de rendre visibles toutes les femmes scientifiques, mais pas seulement, de rendre visibles aussi toutes les femmes qui ont lutté dans l'histoire, etc., ça devient absolument essentiel, parce que c'est s'inscrire dans une histoire. Aussi, nous, en tant que féministes, maintenant, on se bat, on s'inscrit dans une histoire d'autres femmes qui, elles aussi, ont lutté, et on reprend le flambeau, et on continue de lutter. Donc, ce rapport à l'histoire est absolument central dès le départ. La preuve, l'hymne du mouvement de libération des femmes, qui est donc, elle constitue un hymne, hein, les féministes, commence, c'est la première phrase, les premiers vers. Je ne vais pas chanter, mais c'est « Nous qui sommes sans passé les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire ». C'est les deux premiers vers de l'hymne des femmes, ce qui est absolument révélateur du fait de se dire qu'on nous a niés depuis l'histoire de l'humanité. Maintenant, nous, on va montrer qu'on a existé, on va produire de l'histoire, on va montrer qu'il y a eu des femmes scientifiques, on va montrer qu'il y a eu des femmes qui ont lutté dans les mouvements sociaux, on va montrer qu'il y a eu des femmes qui ont fait des choses ce qu'on a ignoré, d'ailleurs depuis la nuit des temps. Après ça continue sur depuis la nuit des temps les femmes, bon bref. Donc ça c'est le premier élément, l'histoire. Et le deuxième élément, un autre élément très important dans la construction des savoirs, donc ce mouvement féministe, il s'appuie sur l'existence de groupes femmes qui se réunissent et qui discutent entre elles et qui s'aperçoivent que ce qu'elles croyaient être individuel, en réalité c'est partagé par d'autres femmes. C'est ce qui donne lieu après au slogan « Le privé est politique ». C'est-à-dire finalement, bah voilà, je m'aperçois, voilà, moi je me tape toute la bouffe à la maison, je m'occupe des gosses, etc. Ah bon, toi aussi, bah, moi aussi, etc. Je croyais que c'était juste moi, enfin bon, voilà, je vais rapidement, je pense que c'était peut-être un peu différent, mais c'est l'idée des groupes femmes qui prennent conscience de leur vie quotidienne et qui prennent conscience par l'échange, par la discussion, que voilà, elles partagent finalement un quotidien. Et donc ça produit une élaboration sociologique importante dans laquelle on est toujours maintenant, hein, et qui ne fait que se densifier où il y a de plus en plus d'éléments qui sont apportés pour la compréhension de ça. C'est l'idée du travail domestique, c'est-à-dire qu'on conceptualise le fait, donc Christine Delphi en l'occurrence, conceptualise le fait que l'accumulation des tâches de notre quotidien, en réalité, c'est un travail. C'est un travail, ça prend des heures, et par ailleurs, ça pourrait être, ça peut être mis sur le marché, ça peut aussi être pris en charge par d'autres structures, type crèche, cantine, etc. En tous les cas, c'est un travail. Et cette conceptualisation de l'idée de travail, et ça c'est très important, on y reviendra tout à l'heure, ça se fonde sur ce savoir que les féministes construisent dans l'interaction entre elles. C'est-à-dire que c'est parce qu'elles discutent dans le cadre de ces groupes femmes et qu'elles partagent un certain nombre d'éléments, ce qui est aussi du savoir, en fait, on va y revenir après, qu'on peut conceptualiser cette idée de travail domestique. Voilà, alors, dans la foulée, ce mouvement des années 70, hein, on en arrive, du coup, je termine sur cette partie, sur l'institutionnalisation, les politiques d'égalité professionnelle, etc. Donc, en fait, au tournant des années 80, hein, avec l'élection de François Mitterrand, on a un ministère qui est mis en place du droit de la femme, on l'appelle à l'époque. On a des lois qui sont proposées, donc une loi, on parlait tout à l'heure du travail et de l'égalité professionnelle, hein, c'est pas la première d'ailleurs, c'est la 3e loi sur l'égalité professionnelle, bon là on est à la 7e mais on est toujours à la même situation, mais bon c'est pas grave. On a la loi Roudy sur l'égalité professionnelle qui voilà, met en œuvre une politique pour atteindre l'égalité de rémunération, l'égalité, pas seulement d'ailleurs, mais aussi dans l'accès aux promotions, etc. Donc, des lois qui sont mises en œuvre et une forme d'institutionnalisation, hein, des féminismes
dans le même temps, on a aussi du coup un certain nombre de militantes féministes qui elles-mêmes deviennent chercheuses. Et ça participe aussi de la production de ces savoirs. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on se pose la question de notre histoire en tant que féministe, mais petit à petit, on est aussi dans une période de massification de l'enseignement supérieur, etc. Je ne rentre pas dans tous les éléments qui expliquent ça, mais ces féministes entrent à l'université, deviennent historiennes, c'est le cas de Michel Perrault, c'est le cas de Michel Zancarini-Fournel, deviennent sociologues, c'est le cas de Danielle Kergoat. En fait, toute une génération de chercheuses est un produit direct de ce mouvement, de cette contestation féministe. Et du coup, elles travaillent sur ces questions, elles élaborent sur ces questions, elles construisent des savoirs sur ces questions. Et c'est comme ça que, par exemple, naît l'histoire des femmes et du genre. À l'époque, on disait l'histoire des femmes, après on a dit l'histoire des femmes et du genre, on pourra y revenir si vous voulez tout à l'heure. Mais voilà, c'est comme ça que naît l'histoire des femmes et du genre, c'est-à-dire, par exemple, en histoire concrètement, on a renouvelé l'ensemble des questions parce qu'on s'est posé les questions autrement, comme le dit Michel Perrault, j'adore cette citation, elle dit « c'est le regard qui fait l'histoire ». Bon, le regard a changé, du coup on est allé chercher d'autres sources. Quand je dis tout ça, ça va en fait. On est allé chercher d'autres sources, on les a, d'une part, on a regardé les sources autrement pour justement aller essayer d'apporter des connaissances sur l'existence des femmes, etc. En déplorant par exemple leur absence des statistiques, etc. Mais on s'est aperçu qu'on pouvait contourner, qu'on pouvait aller lire des correspondances par exemple, qu'on pouvait faire de l'histoire orale, c'est-à-dire recueillir sur la période très contemporaine, mais recueillir des paroles via des entretiens, ce qui a permis de construire l'histoire des femmes et du genre, et donc de ce fait de renouveler l'histoire et donc d'apporter des choses en termes de savoir. Donc là voilà, on est dans les années 80, mais cela dit, malgré tout, les inégalités perdurent, les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent, la domination masculine perdure, mais voilà, alors dans le monde du travail et du coup en éducation, puisque tout est lié de fait, c'est-à-dire donc c'est ce qu'on appelle l'idée de la division sexuée du travail. Donc la division sexuée du travail, ça s'appuie sur deux éléments. Donc c'est une conceptualisation de Danielle Kergoat, une sociologue dont je parlais tout à l'heure, qui explique que donc il y a une division sexuée du travail qui s'organise autour d'un principe de séparation et de hiérarchisation, c'est-à-dire séparation, les femmes et les hommes ne font pas tendanciellement les mêmes métiers, même si là, bon, il y a quand même aussi des évolutions depuis 40 ans, mais tendanciellement les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers. C'est aussi l'idée du travail domestique qui reste très largement assumée par les femmes. Donc c'est séparation du travail. Et hiérarchisation, c'est-à-dire que quand ils et elles sont dans les mêmes secteurs, elles sont en général au plus bas de la hiérarchie, parce qu'elles ne parviennent pas, pour plein de raisons, et qui tiennent en partie au travail domestique, mais qui tiennent aussi à tout un tas de représentations sur ce que ça doit être l'investissement dans le travail professionnel. Donc elles ne parviennent pas à gravir les échelons, c'est ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire elles sont bloquées. Et on le voit dans le privé et dans le public également. On le voit très bien aussi d'ailleurs dans l'éducation nationale, vraiment partout, et c'est toujours d'actualité, même s'il y a des inégalités, même si ça se résorbe, et même si voilà, même si voilà, il y a quand même des évolutions depuis 40 ans. Alors à ce moment-là, dans les années 80, du coup, les politiques qui sont menées en éducation sont destinées aux filles. C'est-à-dire, bon, là je vais le dire sous forme de boutade, mais je vais revenir, c'est toujours de la faute des filles. Elles s'orientent mal, les filles s'orientent mal. Il faudrait qu'elles s'orientent mieux et que donc elles aillent dans des filières masculines. Mais bien sûr, c'est pas l'idée que les garçons, il faudrait qu'ils aillent dans des filières dites féminines. Parce que, pourquoi ça? Ça repose sur quoi cette idée? Que c'est beaucoup plus valorisé d'être une fille dans une filière masculine que d'être un garçon dans une filière féminine. Comment? C'est la société, oui. Oui. Comment? Ouais.
Ça renvoie à cette idée que les femmes c'est le sexe faible et que donc du coup c'est une valorisation que de monter, alors que c'est une dévalorisation que d'aller vers des métiers dits féminins. Oui. On va plutôt dire que les hommes, enfin que les femmes ont du courage d'aller dans les domaines plutôt masculins, alors que les hommes, bah, ils vont perdre leur virilité en fait. Ouais, c'est ça. C'est ce qui s'appelle. Bon, je vais pas vous blinder de références, mais effectivement, c'est que ça ne se vaut pas. Aujourd'hui, dans la société, à tous les niveaux, encore aujourd'hui, ça ne se vaut pas d'être une fille ou un garçon, ça ne se vaut pas ce qu'on charrie en termes de représentation et de stéréotypes en tant que fille ou en tant que garçon. Donc voilà, donc effectivement, la question de l'orientation devient absolument centrale et des politiques sont menées là-dessus. Il y a toujours des politiques qui sont menées là-dessus pour tendre vers une mixité d'emploi et donc reconfigurer aussi cette division sexuée du travail. Cela dit, malgré tout, donc là on est passé dans des écoles mixtes, hein, comme vous le savez, avec la loi Abi 1975, etc. J'ai refait un petit peu. Oui. S'il y en a qui ont cours maintenant, et dans l'absence n'est pas justifiée à l'heure suivante. Malgré tout, hein, puisque malgré toutes ces politiques, on continue aujourd'hui dans l'enseignement à, malgré nous, en tant qu'enseignants et enseignantes, envisager différemment les filles et les garçons. C'est ce qu'on appelle la socialisation différenciée, c'est-à-dire que, alors même qu'on croit en tant qu'enseignants et enseignantes qu'on s'adresse de la même manière aux filles et aux garçons, en fait, beaucoup d'études montrent que pour plein de raisons, on socialise différemment les filles et les garçons, donc on produit un accès au savoir différencié. Alors, je vais vous donner juste quelques exemples, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais quelques exemples. Déjà, on a tendance, en tant qu'enseignant ou enseignante, à interroger plus les garçons que les filles, à ne pas les interroger de la même manière, à ne pas attendre d'elles et eux les mêmes types de réponses, c'est-à-dire quelquefois on a plus tendance à demander aux filles de répéter des choses alors qu'on va demander aux garçons justement d'être plus créatifs, etc. Donc ça c'est la question des pratiques enseignantes dans l'interaction, mais aussi et surtout, et ça renvoie à les instructions officielles, les programmes, l'éducation nationale, en termes de contenu d'enseignement, il y a encore énormément de travail à faire, notamment par exemple dans l'enseignement de l'histoire, mais aussi dans l'enseignement de la géographie, mais aussi d'ailleurs dans toutes les disciplines en définitive. On va avoir tendance davantage à parler des grands hommes, à montrer des images ou des textes qui ont été écrits par des hommes, ce genre de choses. C'est-à-dire dans les contenus d'enseignement, on fait perdurer en fait finalement tout un tas de choses, de stéréotypes par rapport à ça. Alors je vais passer tout de suite parce que du coup en fait je m'aperçois que comme j'interagis c'est un peu... Oui. Mais vous avez dit qu'on travaille souvent des textes écrits par des hommes. Et par exemple l'année dernière en histoire on avait vu quand même des cas de certaines femmes pendant la Révolution française. Bah c'est très bien. Donc ça veut dire que ça tend quand même à changer. Bah oui. oui, exactement, ça tend à changer, puisque d'ailleurs, par exemple, je suis là aujourd'hui, tout ça, bien sûr que ça tend à changer, il y a de plus en plus de matériel qui sont proposés aux enseignants et aux enseignantes pour qu'ils fassent autrement. Oui, mais quand même de manière assez... Enfin, il y a quand même des pesanteurs qui perdurent hein, à plein de niveaux, c'est-à-dire, y compris pour moi par exemple, je raconte souvent ça, mais moi je vais visiter des enseignants et des enseignantes dans le premier degré. J'allais visiter une enseignante qui avait décidé de faire une séance sur l'égalité filles-garçons et elle fait sa dictée du matin sur papa offre des fleurs à maman ou quelque chose de très stéréotypé, c'est-à-dire ça passe par tous les éléments en fait, ça passe par les énoncés des problèmes de maths, ça passe par les exercices de grammaire, ça passe par tout, où à chaque fois on rebalance des phrases qui sont toujours très stéréotypées et on peut faire quelquefois des séances sur l'égalité filles-garçons y compris en EMC et tout, mais si tout le reste du dispositif, tous les affichages de la classe, etc. sont complètement stéréotypés, bon on avance hein, mais il y a encore un peu de travail à faire. Je voulais terminer cette partie sur du coup une nouvelle question qui a émergé. Je parlais de la troisième vague féministe et du fait que le croisement des rapports sociaux de classe, de race et de sexe ont commencé à être envisagés dans ce qui s'appelle l'intersectionnalité, hein, c'est ce qui est écrit. Donc l'idée de croiser les rapports sociaux et de non plus seulement envisager les femmes en tant que telles, mais aussi de les envisager justement, et les hommes d'ailleurs pareil, au croisement de différents rapports sociaux. Ça donne lieu justement sur la question de l'accès au savoir et de l'accès
à l'orientation, à d'autres manières de voir les choses. Je ne sais pas si parmi vous, quelqu'une a vu ce documentaire d'Amandine Gay qui s'appelle « Ouvrir la voie ». Ça vous dit rien du tout? Alors je vais vous passer un extrait. Je ne sais pas finalement si je vais passer un long extrait parce que déjà c'est... Et parler de la suite de mon parcours et de aussi un petit peu de ce que vous avez vu. Ah oui, moi dans ma classe, il y avait beaucoup plus d'enfants issus de l'immigration que de blancs. Après, quand je suis allée au lycée, même si j'étais dans un lycée, dans un quartier populaire, il y avait plus de blancs. De toute façon, plus j'avançais dans la scolarité et plus cette mixité elle s'estompait. Et là, le choc a été saisissant, c'était à la fac. Donc à la fac, en histoire, où voilà, on était 2-3 noirs. Et donc là, on arrive voilà, dans un univers, dans un monde qui est vraiment uniformément blanc, quoi. Et c'est là que vraiment, là, je me suis rendu compte que j'étais noire. Et donc au lycée, il y a plus de blancs, et quand tu es arrivée à l'université? Oh bon, là, c'était... Et on était encore beaucoup moins, on était encore beaucoup moins. En plus, moi, j'ai choisi une filière de langue espagnole, donc... non, j'étais toute seule dans ma classe. J'ai été dans une école plutôt favorisée au vu du fait que ma mère a fait des stratégies scolaires particulières qui fait qu'on a habité dans un petit appartement, toutes les deux, dans le 16e, justement pour que j'aille dans cette école pendant longtemps. Ma mère, quand elle s'est installée, elle a dû repasser tous ses diplômes. Donc pendant, je pense jusqu'à mes 7 ans, j'allais dans sa voiture. Enfin, elle faisait un autre travail dans des immeubles où elle faisait le ménage le matin. Donc je dormais dans la voiture entre 5h et 7h du matin. Après 7h30, on rentrait, se préparer pour aller à l'école et elle retournait pour les autres trucs. Donc jusqu'à 7 ans, c'était un peu compliqué. Mais après, c'était beaucoup plus facile et que j'ai eu beaucoup de chance qu'elle a compris à ses dépens. Je pense qu'il fallait employer des stratégies. Et moi, j'ai grandi dans un collège Z, mais je ne savais pas. Donc, du coup, j'ai appris quand je suis arrivée au lycée. En seconde, je galérais un peu alors que j'étais une bonne élève. Et donc, je suis partie voir une conseillère d'orientation en lui disant, mais je comprends pas, je suis en train de galérer là. Et elle me dit, ah, mais c'est normal, vous venez d'une ZEP. Je fais, mais c'est quoi ça? Elle me dit, ouais, c'est une zone d'éducation prioritaire. Mais encore, elle me dit, en fait, en gros, quand tu avais 13, peut-être en réalité, tu valais 8 ou 9. Donc déjà, tu reçois ça dans la gueule. Je fais d'accord. Donc je vais voir mes parents, je fais, mais en fait, il paraît que l'école où j'étais, c'était pas une bonne école. Mais c'était vachement chaud, on me disait comment ça se fait, ça veut dire quoi, mais personne ne nous a dit. Du coup, il fallait pas te mettre là. Donc, ils se sentaient mal. Alors que pour eux, n'importe quelle école avait la même valeur. Ils avaient complètement confiance en l'école française. Je suis rentrée en seconde et que je suis arrivée en terminale et que les meilleurs de ma classe leur ont dit alors du coup vous allez à quelle université? Ils m'ont dit non mais nous on va pas à l'université, nous on va en classe prépa. Moi j'étais comme ça veut dire quoi ça? Donc bah non, on va les classes préparatoires pour les grandes écoles. Et moi j'étais là, mais moi à aucun moment j'ai entendu parler de ça. En fait il y a une voie pour les personnes lambda et une autre voie beaucoup plus prestigieuse, mais on ne le dit pas, on n'en a pas conscience. Et quand tu n'as pas de parents qui ont eu ces formations-là ou un entourage qui te pousse à te dire mais il y a ça, mais si tu veux aller plus loin, tu peux aussi faire ça, mais quand tu sais pas, tu fais quoi en fait?
Donc du coup, la question d'égalité des chances et de l'école républicaine, toi, ça te semble... C'est totalement faux. Pour moi, c'est un discours faussé. Le côté quand tu veux, tu peux, le côté t'as autant de chances que ton voisin, je pense que non, c'est totalement erroné. Mon obstacle, ça n'a pas été la CAF, ça n'a pas été les policiers. Mon obstacle, pour moi, ça a été l'école, ça a été les conseillers d'orientation, ça a été certains profs qui partent du principe que tu es forcément mauvais. Ça a été des gens qui pensent que t'as pas forcément quelqu'un pour t'aider à la maison. Je me suis retrouvée quand je suis arrivée dans mon lycée, je me suis retrouvée directement en aide de français, aide de maths, aide d'histoire géo. Donc oui, pour moi, c'est ça l'obstacle. C'était pas autre chose. J'étais dans des études qui me plaisaient pas du tout, j'étais dans un rapport à la scolarité qui était hyper frustrant, pas du tout épanouissant. J'ai fait ma scolarité avec un an d'avance, mais arrivé à la fin de mon collège, on m'a réorientée dans une bulle tertiaire qui n'était pas du tout, qui n'était pas du tout ce qui me correspondait, mais c'est ce qui semblait être le plus juste pour apparemment le corps enseignant. Donc quand moi à 14 ans on m'a dit tu feras un BEP secrétariat, ça semblait tout à fait normal à ma mère de se dire bah oui, et puis en même temps après ça, c'est sûr que tu trouveras du travail, parce que c'est la priorité. Donc ça a été très très dur pour moi. Mais donc on t'a orienté en BEP secrétariat alors que t'avais un an d'avance. Ouais. Et alors Et la justification du corps enseignant, c'était quoi? La justification du corps enseignant, c'est que de toutes les manières, je suis jeune, que j'ai eu une année, parce que là on se base quand même sur une année scolaire et pas sur toute une scolarité du collège, donc une année scolaire un peu difficile, et qu'au vu de mes résultats en troisième, qui étaient dus au fait aussi d'un déménagement méga violent, d'un âge aussi où ça devient, c'est la puberté, c'est le rapport très frontal avec mes parents qui était assez violent aussi, et tout ça était complètement annulé, quoi. Pour moi, le plus gros problème que j'avais eu, c'était quand j'étais en terminale et que je devais faire mes choix pour mes études supérieures. Donc je voulais faire une prépa pour les écoles de commerce. Donc pour faire une prépa, il faut monter un dossier où il faut choisir une liste de prépa qu'on choisit et on les trie. Et en général, il faut les choisir par rapport à son niveau, parce que si on choisit une prépa qui est trop bonne, on sera pris nulle part. Et si on prend une prépa qui est trop mauvaise, c'est dommage, parce qu'on pourrait avoir une prépa un peu mieux. Donc moi, je connaissais pas du tout le niveau des prépas, donc je me suis dit en toute logique que j'allais aller voir la conseillère d'orientation. Et à l'époque, j'étais bonne étudiante, j'étais une bonne lycéenne, j'étais troisième de ma classe, j'avais préparé mon petit dossier dans mon petit classeur. Et je suis arrivée dans le bureau de la conseillère d'orientation, donc dans mon lycée privé catholique à Paris, voilà. Et donc j'arrive avec mon dossier et elle m'explique que je n'ai pas un niveau suffisant pour faire une prépa, et donc elle m'a orientée vers un BTS. Donc j'ai expliqué que non, je ne voulais pas faire de BTS, mais que je voulais faire une prépa. Elle m'a dit que je n'avais pas de niveau suffisant et que je ne serais jamais prise en prépa. Je suis sortie assez triste. Et en fait, je me suis rendu compte après dans la journée d'un problème, c'est qu'une de mes amies, Blanche, qui n'était pas troisième mais plutôt 10e de la classe, qui elle était allée voir la conseillère d'orientation, était ressortie avec une liste de prépa où elle pouvait postuler. Alors là, j'ai pas été contente. J'ai beaucoup pleuré et je suis allée voir la responsable de niveau qui, elle, m'a aidée à faire ma liste de prépa. Et j'ai évidemment parlé à ma mère qui évidemment n'était pas très contente non plus. Et donc finalement j'étais prise en prépa, j'étais prise en école de commerce et maintenant j'ai presque fini. Pour moi, de toutes les manières, hors de question, j'aille jusqu'à BTS, secrétaire. Déjà l'enseignement, le rapport au prof, le rapport à juste ce qu'on dit n'existe pas. Pour moi, c'était un autre monde, quoi. C'était pas possible. Et j'ai rencontré cette prof d'art plastique au lycée, avec qui je m'entendais très bien et qui m'a dit Annie, tu as quelques compétences en art, je pense qu'au lieu de faire 3 heures, tu devrais en faire 6, tu vois, et puis te débrouiller pour faire valider ta première en première d'adaptation, donc à l'époque c'était STT, et ça te permettrait d'aller à la fac. Chose qu'on n'avait absolument jamais dite avant, on m'avait jamais éclairé sur le fait que j'étais pas condamnée à faire un BTS, et c'est cette prof qui m'a dit, oui, si tu passes par là... Donc j'ai eu mon BEP, très bien, j'ai fait une première d'adaptation en commerce
communication, enfin une espèce de truc biaisé tertiaire aussi. Après j'ai pris une année sabbatique, j'ai intégré un squat, voilà, je faisais de la photo, enfin j'étais une espèce d'émancipation de moi-même, culturelle, tout ça, et de rattrapage, clairement, de savoir dont j'avais besoin, quoi. Et puis après j'ai intégré la fac en art plastique, avec des cours de cinéma, enfin, je découvrais tout en même temps, quoi. La danse, la danse contemporaine, le cinéma, l'art, les arts, quoi, juste l'art contemporain beaucoup. Et ça a été un peu une révélation comme ça. Je me suis retrouvée aussi à travailler sur des films, du coup, ce qui a été le point d'ancrage de mon métier, c'est que j'ai rencontré des gens qui me faisaient des films. Et puis là, j'ai fait la connaissance d'une costumière qui m'a pris sous son aile, avec qui je me suis super bien entendue. Et puis du coup, j'ai commencé à travailler comme ça avec elle. À l'époque, j'avais 22 ans. Et puis aujourd'hui, j'en ai 34 et je continue de faire ça. Et difficilement, mais c'est mon métier, quoi. Bon, et voilà, ça continue. Ça s'inscrit donc le film Ouvrir la voie. C'est un film où sont interviewées, je sais pas, une trentaine de femmes noires qui racontent leur quotidien en tant que femmes noires dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Donc sous tout un tas d'angles, c'est-à-dire à la fois des enjeux de sexualité, des enjeux de travail, des enjeux du rapport aux autres, etc., etc. Et là, du coup, je vous ai gardé uniquement ce qui concernait la question de l'orientation et la question de l'accès au savoir, puisque c'était vraiment l'enjeu de la discussion d'aujourd'hui. Et du coup, on y reviendra tout à l'heure, là je vais continuer et je vais terminer et après on échangera parce que sinon je pense que ça va être compliqué d'échanger. En réalité, ce qui ressort, c'est plusieurs éléments importants par rapport à la problématique du jour, c'est que plusieurs d'entre elles déplorent le fait qu'elles ne savaient pas, c'est-à-dire qu'elles ne savaient pas dans quel type d'établissement elles étaient, qu'elles ne savaient pas qu'elles pouvaient faire ceci ou cela, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas d'informations, étant donné justement la manière dont l'éducation nationale fonctionne et aussi du coup la manière dont finalement il y a une forme de ségrégation qui existe. Il commence à y avoir de plus en plus de recherches aujourd'hui en éducation sur la question des discriminations ethno-raciales en éducation. Et du coup ça alimente, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a ce film qui est sorti il y a quelques années, mais c'est-à-dire voilà, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'éducation nationale, comment est-ce qu'on a les informations en fonction du milieu duquel on vient, sur ce à quoi on peut prétendre ou pas. Il fallait m'éclairer, par exemple, si on tourne un peu autour de tous les propos qu'elles mettent en avant, il y a un peu toute cette idée. Et puis après, il y a aussi justement tout un tas de stéréotypes, tout un tas de carcans qui pèsent, qui fait qu'elles vont se retrouver orientées dans certaines filières qu'elles n'ont pas du tout souhaité. Le témoignage de la costumière est très intéressant de ce point de vue, c'est-à-dire c'était pas du tout, elle n'avait pas du tout envie de faire du secrétariat, et puis en définitive, elle a vraiment trouvé une voie autrement, et d'ailleurs elle a trouvé aussi une voie autrement. Et donc ça montre aussi que l'éducation nationale, c'est pas non plus, c'est une institution, mais il y a aussi des enseignants et des enseignantes, et ça rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui font plein de choses. C'est-à-dire que celle qui a permis à cette lycéenne de trouver sa voie, c'est finalement la preuve d'art plastique. Donc il y a toujours, souvent, un enseignant, une enseignante à un moment donné qui peut permettre, et qui fait que aussi d'ailleurs, une institution, c'est aussi le produit des acteurs et des actrices qui la constituent. Voilà, bon, on y reviendra peut-être tout à l'heure là-dessus. Simplement pour terminer, du coup, sur ma dernière partie, donc ça n'avait pas marché. Voilà, alors, un basculement en cours. Donc aujourd'hui, il y a aussi un renouvellement de ces questions-là, autour y compris de l'accès à la connaissance et quelle connaissance. Donc sont réactivées par exemple l'idée qui était très présente dans les années 70 du savoir, de ce qu'on appelle le savoir d'expérience. C'est exactement ce qui s'organisait globalement dans les groupes femmes, c'est-à-dire finalement tout ce qu'on partage au quotidien, de fait ça fait du savoir en définitive, ça donne des éléments pour construire du savoir, et c'est quelque chose qui est mis en avant aujourd'hui dans tout un tas de courants pédagogiques sur quel savoir on construit, le savoir dit d'expérience, c'est-à-dire ce que nous tous et toutes ici on vit, ça peut participer aussi d'un certain savoir, de la construction d'un savoir et d'un savoir collectif.
Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément du basculement, hein, c'est aussi de la mise en avant, en fait, de quelle connaissance, quelle est la connaissance à laquelle on a accès. Donc, voilà, alors là, vous avez peut-être entendu parler de ce livre qui est sorti il y a 10 jours, à peu près, qui a fait une polémique. Vous en avez entendu parler ou pas? Pas du tout? Non, pas du tout. Je vais vous le faire passer. J'ai le droit de faire passer des livres ou avec... Non, mais parce qu'avec... Oui, non, mais on est sérieux. Il y a du gel, d'ailleurs. Truc, après les gens... Ouais. Donc, en fait, ce livre, et d'ailleurs, du coup, je vous en fais passer un autre que j'ai coordonné avec une collègue, hein, sur justement le basculement en cours et la nouvelle dynamique mondiale dans laquelle on est, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte de renouveau des féminismes où on a des manifestations très importantes partout, et de fait, hein, ça produit des effets, y compris dans le rapport à la connaissance, dans la mise en avant sur la place publique d'un certain nombre d'éléments autour du rapport à la connaissance, du rapport au savoir, de quel savoir construire, etc. etc. Voilà. Donc, je vous le fais passer aussi si ça vous intéresse, hein, ça revient un peu sur différentes expériences ailleurs. Et simplement, du coup, sur ce livre, qui est aussi vraiment le produit de ce contexte actuel, hein, donc Alice Coffin, donc, qui était journaliste, qui maintenant est élue Europe Écologie Les Verts à la ville de Paris, a donc écrit ce livre voilà, qui est sorti récemment. Et l'idée de ce livre, c'est aussi de rendre compte de la manière dont l'ensemble de notre imaginaire est envahi par ce qu'elle appelle le patriarcat. Moi j'ai parlé de domination masculine, mais globalement ça revient absolument au même. Et du coup, elle essaye de montrer qu'il faut aussi prendre conscience de la manière dont on est dans ces imaginaires-là, en particulier au niveau artistique, mais aussi au niveau scientifique, parce qu'elle revient sur plein de trucs scientifiques, hein, que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais de l'effet Mathilda et tout ça, pour justement construire aussi un autre savoir. Alors, ce qui a fait polémique, c'est qu'elle a dit, alors je ne vais pas donner la citation exacte, je ne m'en souviens plus, mais en gros qu'il fallait éliminer les hommes globalement, mais sauf qu'évidemment elle n'a pas juste dit qu'il fallait les éliminer, elle a dit qu'il fallait les éliminer de nos têtes, etc. Je ne sais plus comment elle l'avait formulé. Bon, bref, en tout cas, voilà, ça a été réapproprié. Mais en tout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit, par rapport à notre sujet du jour, c'est qu'elle met en avant cette idée-là, qui peut être d'ailleurs peut-être travaillée aussi par vous. Alors, je ne sais pas trop d'ailleurs dans quelle filière vous êtes précisément, mais je ne sais plus si vous faites encore... Ça n'existe plus, là. Ah oui, bon. Non, mais je n'ai pas trop suivi précisément, moi. C'est en spécialité histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Ouais. Mais vous faites encore des lettres? C'est ça que je veux savoir. Ça dépend, certains d'entre eux font des lettres. Excusez-moi. Hein, ils font tous de la philo. D'accord. Ils sont en terminale. Oui, ça je sais. Bon, en tout cas, voilà, elle écrit « Le prix Goncourt a été attribué dans 90% des cas à un homme, 105 fois sur 117, en vertu de la cooptation masculine et du machisme qui sévissent dans la société, mais maison d'édition comprise, mais plus insidieusement. » Alors c'est ça qui me paraît vraiment intéressant et qui révèle ce basculement. Plus insidieusement, parce que les règles de la narration sont masculines, les femmes doivent se battre sur un terrain qui a été construit pour faire triompher les hommes. Le récit prisé est celui de l'homme, du héros masculin qui, comme Ulysse, fait son voyage, traverse 1000 épreuves et en revient. Un récit linéaire, construit sur l'accumulation, la binarité, l'historique et le progrès. Les femmes qui parviennent néanmoins à triompher en tant que femmes, lesbiennes et écrivaines proposent des formes narratives, des formes narratives et une écriture hors masculin sont des exceptions. Et d'ailleurs, elle ajoute à la fin de cette citation que, par exemple, Virginie Despentes et Vernon Subutex, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose si je vous parle de tout ça, mais ce livre, il a fait un tabac, et selon l'analyse de Virginie Despentes elle-même, c'est parce que justement c'est un héros, de fait, par rapport à d'autres livres qui ont moins eu de résonance que celui-là. Et là, c'est très intéressant, on est vraiment dans l'art, et finalement, quels sont nos imaginaires dans l'art, quels sont nos imaginaires dans la narration, quels sont nos imaginaires dans la musique, quels sont nos imaginaires dans n'importe quelle œuvre d'art. Donc ça, on pourrait en parler des heures en fait, parce que c'est pareil, on a une manière, un imaginaire
Et peut-être que là, donc pas seulement grâce à Alice Coffin, mais peut-être que dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, il y a des choses qui vont basculer, il y a des choses qui vont changer à ce sujet. Alors, pour conclure, je vais vous passer une chanson. Et j'aimerais bien que vous essayiez une chanson qui résume un peu tout ce que j'ai dit là. Et qui tourne vraiment autour de cette question de l'émancipation féministe et de l'accès à la connaissance. Et j'aimerais bien que vous essayiez de réfléchir justement à quel moment, qu'est-ce qu'elle dit la chanteuse, et de quoi il est question. Ça résume un peu tout ce que j'ai essayé de dire. Bon, super. Alors je vais essayer de la retrouver en ligne, du coup je voulais la mettre sur mon téléphone mais je ne sais pas quoi enlever. Pourquoi ça qui date des années 70 justement. Je suis une grande fan de notre et qui date donc des années enfin voilà, qui date des années 70 et de la dynamique féministe que j'évoquais tout à l'heure. Donc la consigne, hein, si je la récapitule, c'est essayer d'écouter cette chanson en se posant la question du rapport au savoir et à la connaissance. Il y a plusieurs éléments que vous pouvez retirer de cette chanson qui d'ailleurs résume un peu tout ce qu'on a évoqué. Est-ce que j'ai dit le titre? Non, je ne l'ai pas dit. Ça s'appelle Une sorcière comme les autres. Vous la connaissez? J'ai pas écouté cette version, mais je vois pas pourquoi ce serait différent. S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant, mieux comme vous étiez lourd, faisant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur quand vous jouiez à la guerre. Moi, je gardais la maison, j'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'était moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante, forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez, vous m'avez aimée putain et couverte de satin, vous m'avez faite statue, et toujours je me suis tue, quand j'étais vieille et trop laide, et vous me jetiez au rebut, vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus, quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux, me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est moi, c'est elle moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de Naples ou de Coton. C'est mon cœur, ou bien le leur, celle qui attend sur le port,
celle des monuments morts, celle qui danse et qui en meurt, fille bitume, fille de flamme. C'est ma mère, la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent, libre aussi. Regardez, je suis assis. Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer, à son tour, divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague et ne serait pas noyée. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend. C'est Gabrielle ou bien Aïcha, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur, ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est vraiment la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi je ne peux plus bouger. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette chanson qui fait écho à ce qu'on a évoqué depuis tout à l'heure? Et puis après, on part dans la discussion. Hein, voilà. De la maison comme si c'était une prison, comme si elle était enfermée dans la prison et qu'elle ne peut rien faire contre tout ça. Ouais, effectivement. Et donc elle regarde les enfants jouer dehors et elle est condamnée à être avec les enfants. C'est elle qui fait leur éducation, mais c'est aussi les enfants qui après vont l'abandonner parce qu'ils vont devenir des hommes. Donc des hommes qui ils ont leur propre valeur et qui forcément oublient celle qui leur a donné naissance et celle qui les a éduqués. Ouais. Et du coup j'étais pas là pendant la première partie, mais je rattache ça peut-être à ce que vous. Alors effectivement, là on est aussi dans l'idée du savoir d'expérience en tant que mère, c'est-à-dire que bon, elle fait le lien, de toute façon elle fait le lien vraiment entre beaucoup d'aspects. D'ailleurs elle est longue, hein, cette chanson, vous avez noté. Vous avez noté qu'elle était longue. Mais elle fait le lien entre énormément d'éléments, c'est-à-dire la question justement du savoir d'expérience qu'on évoquait, et de c'est elle ou moi, quand elle dit c'est elle ou moi, c'est-à-dire c'est finalement les femmes, nous toutes les femmes, nous les femmes, hein, qui était le sujet du coup du féminisme des années 70, hein, c'est-à-dire nous partageons un certain nombre d'expériences au quotidien, en tant que mère, mais pas seulement d'ailleurs aussi, hein, en tant que quoi par exemple? Elle avait parlé de Catan, d'elle comme une personne qui était vénérée quand elle est jeune et donc avec la vieillesse. Alors voilà, là. Les personnes de d'elle. Alors, précisément là, on est dans ce que je décrivais tout à l'heure à la toute fin, et ça rejoint, donc Anne Sylvestre, je rejoins tout à fait Alice Coffin. S'il vous plaît, ne m'inventez pas. Vous m'avez, alors je sais plus, c'était quoi la suite, peut-être que je la connais par cœur, mais s'il vous plaît, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. Ne m'inventez pas, ne l'avez tant fait déjà. Là, on est précisément dans la mise en question de l'art et de la construction des savoirs qui a été faite par les hommes pour les hommes. Et du coup, voilà, et là, après, elle déplie ses constructions artistiques, mais cessez de m'inventer, en fait, en tant que... Comment ? La déesse mère. Voilà. Zora, sorcière, ça t'évoque quelque chose Oui. sur ce sujet? Tu peux en dire deux mots?
Alors, il y avait vers la Renaissance, il y a eu une chasse aux sorcières parfois en Europe. Et ça touchait essentiellement des femmes. Et c'était pour des raisons, c'était pour un oui ou pour un non. Mais si les femmes elles étaient en marge de la société ou non, si elles étaient trouvées ou non. C'était si elles étaient un peu trop éduquées. Enfin, si on était trop dans les normes, c'était problématique, mais si on ne l'était pas, c'était problématique aussi. Et du coup, il y a eu Et ça a permis quoi l'élimination des sorcières en termes de connaissances? comment ça? Quel effet ça a eu sur la connaissance et l'élimination des sorcières? C'est un recul. Qu'est-ce qu'elle faisait? De quelle connaissance? La médecine, il y avait comment genre la médecine des plantes et tout, ça a été ça a reculé. Il y avait d'autres. Je voulais dire que du coup, on tuait les femmes qui pouvaient prendre la lumière que les hommes avaient, et du coup, c'est vrai qu'il y a certaines parties de l'histoire où on n'entend pas parler de femmes parce qu'elles étaient tuées, enfin, elles étaient données à ne pas parler, à ne pas instruire les gens. Bon, on faisait allusion à un livre de Mona Chollet sur sorcières, que je sais que Dora a lu, qui explique bien l'élimination du savoir féminin dans cette période, de la connaissance féminine, de même que, bon, on a vu la façon dont en fait la prise de possession par les hommes des postes de direction en matière de médecine, en matière d'éducation, a éliminé le savoir féminin dans ce domaine. Voilà, c'est exactement cette idée de, on est dans une période de professionnalisation de la médecine qui du coup s'appuie sur le fait d'évincer les femmes et tout un tas de savoirs en termes notamment aussi gynécologiques, etc. C'est vraiment toute cette idée-là, donc on est en plein dans notre sujet.